abandonné par sa fille sans explication. Une professeure de piano a vu son monde s'écrouler en quelques secondes. Du luxe à la pauvreté, du contrôle au chaos absolu, elle a été confrontée à un mystère cachant des secrets enfouis depuis des décennies. Des lettres anonymes, un journal intime mystérieux et la vérité sur une adoption illégale ont transformé sa douleur en un voyage de découverte, une histoire de seconde chance qui va vous émouvoir. Likez, abonnez-vous et commentez en nous disant d'où vous regardez cette incroyable histoire de rédemption. Le matin de cet automne-là commença comme tant d'autres dans la vie de Cécile Moreau. Ses doigts ridés glissaient sur le piano à queue avec la même précision de toujours, tandis que l'arôme du café fraîchement préparé emplissait l'appartement élégant d'un quartier chic de Paris. Les murs, ornés de diplômes et de photographies, encadrés de récitals, racontaient l'histoire d'une vie dédiée à la musique et à la perfection. Elle ignorait que, en quelques heures, cet univers méticuleusement construit s'effondrerait comme un château de cartes au souffle du destin. L'horloge marquait exactement 10 heures quand la sonnette retentit. Le facteur, avec son uniforme, bleu délavé, remit une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, seulement une photographie jaunie par le temps et un billet écrit à la main. La vérité finit toujours par émerger. Cécile sentit un frisson parcourir son échine. Cette écriture, non, ce n'était pas possible. Le téléphone sonna. C'était Marianne, son unique fille. Sa voix, habituellement chaleureuse, résonnait froide comme le marbre. « Maman, ce sera la dernière fois que nous parlerons. Ne me cherche pas. N'essaie pas de comprendre. Accepte simplement qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta fille. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle sonate que Cécile avait jamais exécutée. Les touches du piano, témoins silencieux de son angoisse, attendaient un contact qui ne viendrait pas avant plusieurs jours. Que fait une mère quand le fruit de ses entrailles décide de la rayer de sa vie sans explication? Comment continuer? À respirer quand la moitié de son cœur décide de cesser de battre? Cécile, à 49 ans, avait toujours été définie par 3 caractéristiques qui semblaient maintenant se retourner contre elle. Sa détermination inébranlable, qui l'avait poussée à élever seule sa fille après un divorce douloureux. Sa générosité excessive, qui l'avait amenée à donner plus de temps et de ressources aux autres qu'à elle-même. Et son perfectionnisme obsessionnel, qui ne lui avait jamais permis d'accepter ses propres failles. Ce fut ce même perfectionnisme qui la maintint debout durant la première semaine. Il y a une explication logique, se répétait-elle en rangeant compulsivement les partitions par ordre alphabétique pour la 3e fois ce jour-là. Marianne est confuse, peut-être sous pression, elle reviendra. L'appartement, toujours impeccable, devint encore plus propre, comme si l'ordre extérieur pouvait compenser le chaos intérieur. Le lundi suivant, cependant, le monde s'écroula à nouveau. Son conseiller bancaire l'appela d'urgence. « Madame Moreau, je suis au regret de vous informer que vos économies, toutes, ont été transférées sur un compte à l'étranger. Presque 3 décennies de travail acharné, de cours particuliers pour l'élite parisienne, de cachets de récitals internationaux, tout avait disparu en un clin d'œil. Les ombres du soir tombaient sur la ville lorsque Cécile, assise sur un banc du square en face de l'immeuble cossu où elle vivait, réalisa qu'elle ne pourrait plus payer le loyer. Ses chaussures en cuir italien, qui s'accordaient alors parfaitement avec son tailleur en tweed impeccable, semblaient maintenant appartenir à une autre personne, d'une autre vie. « Que fait une pianiste sans piano ?» murmura-t-elle au vent, tandis qu'une feuille morte tourbillonnait à ses pieds, dans une danse macabre qui semblait se moquer de son infortune. Une semaine plus tard, Cécile emménageait ses affaires dans un petit appartement en banlieue parisienne. Le quartier, connu pour ses fêtes de quartier traditionnelles et son fort esprit de communauté, était à l'opposé de tout ce qu'elle connaissait. Ici, les gens discutaient sur les trottoirs, étendèrent le linge sur des étendoirs improvisés et connaissaient le nom des enfants des uns et des autres. L'odeur des épices de cuisine maison et les rires spontanés entrèrent par les fenêtres sans permission. L'appartement était petit, avec des murs écaillés et un plancher qui craquait à chaque pas, mais c'est derrière la vieille cuisinière, en essayant de la nettoyer, que Cécile trouva quelque chose qui allait changer le cours de son histoire. Un vieux journal intime,
à la couverture en cuir usé et aux pages jaunies. Il n'appartenait à personne qu'elle connaisse. Pour survivre, elle commença à donner des cours de piano à la maison de quartier locale. Les enfants là-bas n'avaient ni la technique raffinée ni les pianos à queue de ces anciens élèves du conservatoire prestigieux. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, une soif, une passion authentique pour la musique, qui rappelait à Cécile pourquoi elle avait commencé à jouer du piano tant d'années auparavant. « Madame, vous jouez comme si chaque note était importante », lui dit une petite fille aux tresses décoiffées après un cours. Ma grand-mère dit que les gens comme ça sont rares. Des mots simples, mais qui résonnèrent plus profondément que n'importe quel applaudissement reçu dans les grands théâtres. Le premier mois dans ce quartier fut étouffant. Les voisins, curieux, posaient trop de questions. L'intimité, un luxe que Cécile avait toujours eu, semblait maintenant un concept étranger. La traditionnelle fête de quartier approchait, et les préparatifs envahissaient les rues décorées de guirlandes colorées. « Ne pensez pas échapper à la fête, Madame Moreau !» cria Madame Dubois, la dame âgée de l'appartement voisin en étendant du linge sur l'étendoir collectif. « Tout le monde participe, c'est la tradition. » Cécile sourit poliment, mais tremblait intérieurement. Tradition, communauté, appartenance. Des concepts qui semblaient appartenir à un autre univers que le sien. Ce fut pendant cette fête, entre l'odeur de crêpes et le son des accordéons, que quelque chose d'étrange se produisit. Une dame âgée, aux cheveux blancs comme neige et aux yeux d'un bleu pénétrant, s'approcha d'elle. « Je vous ai enfin trouvé », dit l'inconnu, en serrant les mains de Cécile entre les siennes, ridées par le temps. « Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, d'un autre temps. » Avant que Cécile ne puisse répondre, la dame murmura un nom. Hélène. Un nom que Cécile n'avait pas entendu depuis des décennies. Un nom qui ramenait des souvenirs enfouis si profondément qu'elle-même ne savait pas qu'ils existaient encore. La mystérieuse dame disparut dans la foule, laissant Cécile le cœur battant la chamade et le sentiment qu'elle perdait le contrôle non seulement de son présent, mais aussi de son passé. Le lendemain, les mains tremblante, Cécile fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle engagea un détective privé. L'homme, d'apparence ordinaire et au regard perspicace, écouta attentivement tandis qu'elle décrivait la disparition de Marianne et montrait la photographie reçue avec le billet. « Je la retrouverai, madame », promit-il en empochant l'avance, qui représentait presque tout l'argent que Cécile avait réussi à économiser, en donnant des cours supplémentaires. Mais j'ai besoin que vous me racontiez tout, absolument tout. Comment tout raconter quand il y a des secrets que nous ne savons même pas que nous gardons? Cécile donna au détective tout ce qu'elle avait. Des photos de Marianne, des noms, d'amis, les dernières adresses connues. Mais il y eut un vide, une hésitation quand il l'interrogea sur la naissance de la jeune femme. Pourquoi, après tant d'années, cette simple question provoquait-elle encore un nœud dans sa gorge? Pendant que la recherche de Marianne avançait lentement, la vie dans le nouveau quartier prenait des tournures inattendues. Le propriétaire de l'épicerie du coin, Monsieur Antoine, un veuf au sourire facile et au regard bienveillant, commença à lui mettre de côté les meilleurs fruits. Les mères des enfants à qui elle donnait cours organisèrent une petite présentation surprise pour son anniversaire, que Cécile ne se souvenait même pas d'avoir mentionné à qui que ce soit. Ici, personne n'affronte ses problèmes seul. « Madame Cécile », dit Monsieur Antoine, quand il remarqua qu'elle hésitait à accepter le panier solidaire que la communauté avait organisé en apprenant sa situation. « La fierté est un luxe que seuls les riches peuvent s'offrir, et même ainsi, c'est un luxe qui n'en vaut pas la peine. » Ce fut avec ces mots simples que Cécile commença à repenser sa vie. Le perfectionnisme, qui semblait autrefois une vertu, montrait maintenant sa face la plus cruelle. Il avait été une prison qui l'avait isolé du monde et, peut-être, éloigné de sa fille. 3 mois après la disparition de Marianne, le détective apporta la première piste concrète. Sa fille vivait dans une petite ville côtière de Normandie, à Pays-de-Saint-Inge, quelques heures de là. Plus surprenant encore, elle avait apparemment changé de nom. Sans réfléchir à 2 fois, Cécile prit le premier bus. Le voyage fut long et inconfortable, si différent des voyages en première classe auxquels elle était habituée. Mais chaque kilomètre la rapprochait de sa fille,
et c'était tout ce qui importait. La petite ville côtière, avec ses maisons colorées et ses rues pavées, semblait sortie d'une carte postale. Suivant les instructions du détective, Cécile arriva à un foyer pour enfants, une ancienne bâtisse face à la mer. Ce fut là, caché derrière un arbre, qu'elle vit Marianne pour la première fois depuis des mois. Sa fille, toujours si élégante et distante, jouait maintenant avec des enfants sur le sable, riant de manière insouciante. Il y avait quelque chose de différent en elle, une légèreté que Cécile n'avait jamais vue auparavant. « Elle a l'air heureuse, n'est-ce pas ?» dit une voix à côté d'elle, la faisant sursauter. C'était une femme d'âge mûr, employée du foyer. Laura est une bénédiction pour ses enfants. Laura. Sa Marianne était maintenant Laura. Pourquoi une jeune femme brillante, fraîchement diplômée de l'université, abandonnerait-elle tout pour travailler comme bénévole dans un foyer pour enfants, sous un faux nom? Le cœur lourd, Cécile décida de ne pas s'approcher. Pas encore. Il manquait des pièces à ce puzzle, et elle sentait instinctivement qu'elle devait les trouver avant de confronter sa fille. À son retour dans son nouveau foyer, une nouvelle surprise l'attendait. Son appartement avait été fouillé. Tiroirs ouverts, vêtements éparpillés, mais rien ne semblait avoir été volé. Rien sauf le mystérieux journal intime qu'elle avait trouvé derrière la cuisinière. La même semaine, une jeune femme élégante se présenta à la maison de quartier. C'était Sophie, une ancienne élève de Cécile au conservatoire prestigieux. « Professeur, je dois vous dire quelque chose », dit Sophie nerveuse. Quelques mois avant que Marianne ne disparaisse, elle est venue au conservatoire poser des questions sur votre passé. Elle semblait très perturbée après avoir parlé avec Madame Clémence, l'ancienne secrétaire. Clémence, un autre nom du passé qui faisait accélérer le cœur de Cécile. La vieille secrétaire qui avait travaillé au conservatoire pendant des décennies et connaissait tous les secrets de tout le monde. Qu'avait-elle pu dire à Marianne? Tandis que ces questions se multipliaient dans son esprit, quelque chose d'inattendu se produisit à la maison de quartier. Parmi les enfants qui se présentaient au cours de piano, il y avait une jeune fille d'environ 16 ans, aux doigts longs et au talent naturel que Cécile avait rarement vu au cours de sa longue carrière. « Je m'appelle Rachel », se présenta la jeune fille, les yeux brillants d'admiration. « J'ai toujours rêvé de prendre des cours avec vous, mais je n'ai jamais pu me le permettre. » Quelque chose dans la sincérité de cette jeune fille toucha profondément Cécile. Sans réfléchir, elle proposa de lui donner des cours gratuits. Et c'est ainsi, en enseignant à Rachel, que Cécile redécouvrit quelque chose qu'elle avait perdu au milieu du perfectionnisme des cours pour l'élite. La pure joie de faire de la musique. Rachel, à son tour, introduisit Cécile au monde des réseaux sociaux. D'abord réticente, la professeure réalisa bientôt que cela pourrait être un outil utile dans sa quête de réponses. Ce fut par le biais d'un groupe en ligne de personnes adoptées cherchant leurs origines biologiques que vint la première. Grande révélation. Marianne avait fait un test ADN des mois avant de disparaître. La vérité frappa Cécile comme un tsunami, balayant les dernières illusions auxquelles elle s'accrochait. Marianne n'était pas sa fille biologique. Elle ne l'avait jamais été. La vérité qu'elle avait tenté d'enterrer pendant des décennies refaisait enfin surface. La nuit suivante, lors d'une présentation musicale à la maison de quartier, Cécile s'assit au piano pour jouer Chopin, comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Mais quelque chose était différent. Les notes, toujours précises, sortaient maintenant tremblantes. Les mains, toujours fermes, tremblaient maintenant. Et puis, au milieu du morceau, vint l'effondrement. Les larmes, réprimées depuis si longtemps, trouvèrent enfin leur chemin. Là, devant un public de voisins et d'élèves, Cécile Moreau, la professeure parfaite, la pianiste impeccable, s'effondra. Ce qui se passa ensuite la surprit. Au lieu du jugement, elle trouva la compréhension. Au lieu de l'éloignement, le rapprochement. Des mains inconnues tenaient les siennes. Des étreintes inattendues entourèrent ses épaules. Et au centre, de tout, monsieur Antoine. Le propriétaire de l'épicerie, avec ses yeux bienveillants qui semblaient dire « C'est normal de ne pas aller bien. Venez avec moi demain », lui dit Madame Martin, mère d'une de ses élèves, en séchant ses larmes avec un mouchoir brodé. « Nous avons un groupe de soutien pour les femmes en difficulté. Ça vous fera du bien. » Le groupe se réunissait dans la salle paroissiale de l'église locale. Des femmes d'âges et d'histoires différents, unies par l'expérience commune de la douleur.
Là, pour la première fois, Cécile réussit à parler ouvertement de ses sentiments. Le sentiment d'abandon, la confusion, la culpabilité qu'elle portait sans savoir exactement pourquoi. Ce fut dans ce groupe qu'elle rencontra Ernestine, une assistante sociale retraitée qui avait travaillé dans les adoptions pendant plus de 30 ans. Au début, Cécile hésita à partager son histoire, mais quelque chose dans les yeux compatissants de cette dame l'encouragea. « Ma fille a découvert qu'elle est adoptée », avoua-t-elle finalement, sentant le poids de ses mots. « Et moi, je n'ai jamais eu le courage de lui dire la vérité. » Ernestine écouta attentivement, sans jugement. Quand Cécile eut terminé, elle demanda quelque chose d'inattendu. « Avez-vous les papiers de l'adoption ?» La question prit Cécile par surprise. Des papiers? Il n'y avait qu'un acte de naissance et quelques lettres échangées avec l'avocat qui avait servi d'intermédiaire pour le processus tant d'années auparavant. « Je crains que votre adoption ait pu être irrégulière », dit Ernestine, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai travaillé au seul centre d'action sociale de cette région pendant des décennies. Et dans les années 90, il y a eu des cas problématiques. » La révélation fut comme un coup de poing dans l'estomac. Tout ce que Cécile pensait savoir sur sa vie et sa famille commençait à s'effondrer. Si l'adoption avait été irrégulière, que ne savait-elle pas d'autre sur Marianne? Sur elle-même, 9 mois après l'abandon, alors que Cécile commençait à accepter qu'elle ne reverrait peut-être jamais sa fille. La 3e lettre, anonyme, arriva. Dans l'enveloppe, juste un morceau de papier avec des coordonnées géographiques. Monsieur Antoine, qui était devenu son confident et ami le plus proche, proposa de l'accompagner. Ensemble, ils suivirent les coordonnées jusqu'à un ancien orphelinat désaffecté en périphérie de la ville. Le bâtiment, avec ses fenêtres brisées et ses murs décrépits, semblait garder des secrets aussi anciens que ses fondations. « Je me suis toujours demandé ce qui s'était passé ici », commenta Monsieur Antoine, tandis qu'il parcourait les couloirs vides. « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait lié à votre histoire. » Ce fut dans des archives poussiéreuses, cachées derrière une armoire cassée, qu'ils trouvèrent les réponses. Des documents, des photographies et des registres d'un réseau d'adoptions illégales qui avait opéré dans les années 90. Et parmi eux, le plus choquant, Marianne avait une sœur jumelle, séparée d'elle à la naissance. « Mon Dieu !» murmura Cécile, sentant ses jambes flageoler. « Elle a une sœur, et je ne l'ai jamais su. » Cette nuit-là, alors qu'ils rentraient chez eux en silence, Monsieur Antoine partagea enfin sa propre histoire. « J'ai aussi été adopté », révéla-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je l'ai découvert à l'âge adulte quand mes parents sont morts. Je sais ce que c'est que cette quête désespérée d'origine, d'identité. C'est pourquoi je veux tant vous aider. » La recherche se divisa alors. Retrouver Marianne, la fille qu'il avait abandonnée, et la jumelle inconnue. Une partie de la famille dont elle n'avait jamais su l'existence. Cécile passait des nuits entières à faire des recherches en ligne, à suivre des pistes, à se connecter avec des groupes de personnes adoptées en quête de leurs origines. Ce fut lors d'une des traditionnelles fêtes de quartier, exactement 1 an après le début de tout, que la 2e grande révélation eut lieu. La mystérieuse dame âgée aux yeux bleus réapparut, cette fois déterminée à parler. « Je m'appelle Hélène », dit-elle en s'asseyant à côté de Cécile sur un banc de la place. « Et je suis la mère biologique de vos filles. » Le monde sembla s'arrêter. Les lumières colorées de la fête, la musique, les rires, tout devint un flou lointain tandis que Cécile écoutait l'histoire d'Hélène, une jeune mère célibataire qui, sous la pression de sa famille et de la société des années 90, avait été forcée de confier ses jumelles nouveau-nées à l'adoption. Une recherche de décennies pour les retrouver, suivant des pistes fragmentées et se heurtant à des portes closes. Quand j'ai finalement retrouvé Marianne, grâce à une ancienne employée de l'orphelinat, je n'ai pas eu le courage de l'approcher directement, expliqua Hélène, les larmes aux yeux. Mais j'ai laissé des indices qu'elle a fini par suivre. Ce fut alors que Cécile comprit. Marianne ne l'avait pas abandonnée par rejet. Sa fille était engagée dans une quête désespérée de ses origines, de son identité. Et en découvrant la vérité sur l'adoption irrégulière, elle avait eu besoin d'espace pour digérer que toute sa vie avait été construite sur un mensonge. Alors qu'elle assimilait cette révélation, une autre vérité douloureuse fit surface.
son ex-mari avait toujours été au courant de l'adoption irrégulière. En fait, c'était lui qui avait tout organisé, utilisant ses contacts et son argent pour acheter un bébé quand ils avaient découvert qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant naturellement. Et pendant des années, il avait utilisé ce secret comme outil de manipulation dans leur mariage. La communauté du quartier, connue pour ses fortes traditions religieuses de pardon et de nouveau départ, devint le pilier dont Cécile avait besoin pour traiter tant de révélations. Les neuvaines à l'église locale, les conversations devant l'épicerie, les répétitions de la chorale de quartier, de petits moments de normalité qui ancraient sa raison au milieu de la tempête. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour nous-mêmes, lui dit le curé local lors d'une conversation. C'est comme lâcher un poids que nous portons, même si l'autre ne sait même pas que nous le portons. Des mots simples, mais qui plantèrent une graine dans le cœur blessé de Cécile. Pardonner à son ex-mari sa manipulation. Se pardonner d'avoir maintenu Marianne dans l'ignorance pendant tant d'années. Pardonner à Hélène d'avoir été le catalyseur involontaire de tout ce chaos. La recherche de Marianne et de la jumelle inconnue devint un effort collectif. Les voisins partageaient des informations. Les amis d'amis proposaient des contacts. Et même les enfants de la maison de quartier distribuaient des tracts avec des photos. Un réseau de soutien que Cécile n'aurait jamais imaginé possible. 15 mois après l'abandon initial, alors que Cécile commençait enfin à accepter qu'elle ne reverrait peut-être jamais sa fille, l'impensable se produisit. La sonnette de son petit appartement retentit un dimanche après-midi pluvieux. En ouvrant la porte, elle se figea. Là, côte à côte, se tenaient deux jeunes femmes identiques, Marianne et sa jumelle, Laura. « Maman, » dit Marianne, la voix nouée, « on peut entrer ?» Les heures suivantes furent des montagnes russes émotionnelles. Entre larmes et étreintes, explications et excuses, la vérité émergea dans toute sa complexité. Marianne, en découvrant son adoption grâce à un test ADN fait par curiosité, s'était sentie complètement trahie. Toute son identité, construite au fil de 24 ans, lui semblait soudain un mensonge élaboré. La colère et la confusion l'avaient poussée à couper tous les liens, y compris en vidant le compte joint qu'elle avait avec sa mère. Un acte qu'elle regrettait maintenant profondément. Laura, la jumelle, avait grandi dans une autre région avec une famille adoptive contrôlante qui avait toujours su l'existence de sa sœur, mais avait interdit toute tentative de contact. Ce n'est que lorsqu'elle s'était libérée de cette famille, une fois adulte, qu'elle avait commencé sa propre recherche. Les sœurs s'étaient rencontrées par hasard, via un groupe ADN en ligne, 6 mois auparavant. Ensemble, elles avaient poursuivi la recherche de leurs origines, finissant par trouver Hélène, leur mère biologique. Et maintenant, la boucle étant bouclée, elles revenaient pour se réconcilier avec Cécile. « J'avais besoin de temps », expliqua Marianne en tenant les mains de sa mère adoptive. « Du temps pour comprendre qui j'étais, qui je suis. Tu ne m'as pas perdu, maman, j'avais juste besoin de me trouver d'abord. » Les 3 derniers mois du voyage furent consacrés à la reconstruction des liens familiaux. Une famille non conventionnelle naissait. Cécile, Marianne, Laura et Hélène. 4 femmes unies par un passé douloureux, mais déterminées à construire un avenir ensemble. Le conservatoire prestigieux, où Cécile avait travaillé, l'invita à revenir, cette fois comme directrice du programme de bourse pour jeunes talents de banlieue. Le poste offrait prestige, sécurité financière et la chance de retourner dans le monde qu'elle connaissait. À la surprise générale, elle refusa. « Ma place est ici », expliqua-t-elle au directeur du conservatoire autour d'un café. « À la maison de quartier, avec mes élèves qui jouent avec le cœur, pas seulement avec la technique. » 18 mois après l'abandon qui avait tout changé, eut lieu l'événement qui marquerait la véritable renaissance de Cécile. Un récital de bienfaisance organisé par la maison de quartier. Sur la scène improvisée, 3 générations de pianistes. Cécile, ses 2 filles, toutes 2, découvrit-on, dotées d'un talent inné pour le piano, et Rachel, la jeune élève devenue presque une fille de chœur. Toute la communauté était présente. Des personnes de tous âges remplissaient la salle, certaines assises par terre, d'autres debout, serrées dans les coins. Il n'y avait pas le luxe des théâtres où Cécile avait l'habitude de se produire, mais il y avait quelque chose d'infiniment plus précieux.
une affection sincère. Le programme commença par une pièce solo de Cécile, une interprétation de Chopin si émouvante qu'elle arracha des larmes même aux plus endurcis. Suivirent des duos avec chacune des filles, culminant en une pièce originale, composée spécialement pour l'occasion, exécutée par les 4 pianistes d'ensemble. Tandis que ses doigts dansaient sur les touches, en parfaite harmonie avec ceux de ses filles, Cécile comprit enfin. La famille va au-delà des liens du sang ou des papiers légaux. Elle se construit quotidiennement par l'amour, le pardon et l'acceptation des imperfections qui nous rendent humains. Les notes finales résonnèrent dans la salle, suivies d'un moment de silence respectueux avant l'explosion d'applaudissements. Debout, main dans la main avec ses filles, Cécile regarda le public et vit Monsieur Antoine, les larmes aux yeux, applaudissant avec enthousiasme. Elle vit Hélène, la mère biologique, maintenant une amie chère. Elle vit ses élèves de la maison de quartier, fiers de leur professeur. Elle vit toute une communauté qui l'avait accueillie quand elle en avait le plus besoin. Dans un monde qui valorise la perfection par-dessus tout, Cécile Moreau avait appris la leçon la plus précieuse. Ce sont nos cicatrices, nos erreurs et nos imperfections qui nous rendent véritablement humains. Et c'est seulement en embrassant ces imperfections que nous pouvons enfin trouver l'harmonie parfaite que la musique et la vie ont à offrir. Regardant ses filles, maintenant adultes, Cécile sourit. L'abandon qui semblait la fin de tout avait été en réalité juste le commencement. Une note dissonante qui, finalement, avait trouvé sa résolution dans un accord parfait. Une cadence de la vie qui prouvait que, même dans les histoires les plus improbables, il y a de la place pour une fin heureuse. Et ainsi, dans la petite communauté où elle avait réappris à vivre, Cécile Moreau trouva enfin la paix que son perfectionnisme ne lui avait jamais permis d'atteindre, non pas dans l'exécution impeccable d'une sonate, mais dans la mélodie imparfaite et merveilleusement chaotique de la vie réelle.